c'est totalement libre. À traiter ensemble celui des fake news dans les médias qui semblent ne plus avoir aucun filtre. Plus une semaine ne passe sans que des mensonges ne fassent le tour des plateaux TV sans aucune vérification de la part des journalistes. Dernier exemple en date, celui du professeur de philosophie de Trappes qui a fait le tour des plateaux télé, notamment de BFM TV, de CNews, etc., pour déverser toute une série de mensonges sans que le moindre journaliste face à lui ne cherche à vérifier les éléments qui étaient dénoncés. Il aura fallu attendre la sortie médiatique du maire de Trappes qui était accusé lui-même pour rétablir en direct la vérité dans les médias et démontrer en fait que les propos diffusés en boucle les jours qui précédaient n'étaient qu'un tissu de mensonges, des accusations mensongères sans le moindre fait avéré et sans le moindre chiffre. Ça passe crème et c'est pas la première fois, donc ça c'est l'exemple en date, le dernier exemple en date, mais nous de manière plus générale on va essayer de réfléchir ensemble et de discuter justement de ces fake news qui passent sur les plateaux télé. Alors un responsable politique qui ment, ça surprend plus personne, on dirait même, si je voulais être mauvaise langue, je pourrais même dire que maintenant c'est devenu ancré dans la fiche de poste. Mais lorsque ceci est fait maintenant par des journalistes dont, je le rappelle, le métier consiste à recueillir les informations, les vérifier et les rendre accessibles au grand public, ça pose un réel problème et justement ça pose question et c'est la question que je vous pose ce soir. Peut-on encore faire confiance aux journalistes des médias mainstream? Et je vais te donner la parole à toi mon baron parce que tu avais l'air de vouloir parler, qu'est-ce que t'en penses? Il y en a certains qui font le travail tel qu'il devrait être fait. À mon sens, quand un média, une chaîne se permet de faire de colporter ce type d'informations non vérifiées, bon, la première fois, on peut se dire qu'il y a une erreur. La deuxième fois, quand c'est répétitif, il suffit tout simplement aussi de passer à un autre média, ce que beaucoup de gens ne font pas forcément. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance totalement? Non, mais finalement, j'ai envie de dire que c'est la vie de tous les jours. Il faut aussi que tout un chacun apprenne à filtrer, décoder les informations et en recoupant un maximum d'informations de médias dits mainstream et puis des médias alternatifs comme le nôtre, finalement, de tout ça peut émerger quelque chose qui s'apparenterait à une vérité. Ludo, pour toi, on peut encore faire confiance aux médias mainstream? Alors moi, je pense que il faut pas tous effectivement les mettre dans le même panier et il faut pas non plus tous les condamner pour ces erreurs qui se répètent aujourd'hui. Par contre, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est le côté un peu show business, show télé de l'information, parce que c'est peut-être ça aussi l'une des dérives, c'est que l'information cherche toujours à accrocher, à choquer, à faire de l'argent au final, et c'est peut-être en ça qu'il y a des raccourcis qui sont faits. Et je pense que pour le cas de ce professeur, c'est exactement ça, c'est des raccourcis qui ont été faits. Donc ils ont eu le personnage qui peut-être présentait bien, répondait à un certain cahier des charges en termes de personnalité et d'accroche, et tout le monde se l'est arraché pour justement récupérer cette audience et en fait finalement plus s'éloigner de la recherche de la vérité et juste intéresser le public, parce que je me dis que avec autant de médias, ce n'est pas normal à mon sens, parce que je voudrais plus de pluralité, d'avoir une personne qui fasse autant de médias. Je préfère que cette personne soulève un problème et que chaque média essaye d'apporter justement de l'eau au moulin de cette information en allant chercher d'autres intervenants et pas simplement récupérer cette personne qu'on fait parler et qu'on pose les mêmes questions sur tous les médias. Non, mais je pense que tu touches du doigt un élément fondamental en fait dans tout ça. C'est vrai que on a tendance à l'oublier, mais les médias mainstream de manière générale sont des entreprises avant tout, et comme c'est des entreprises, elles ont un chiffre d'affaires à faire de façon annuelle, et ce chiffre d'affaires elles le font avec la pub, et la pub elles la vendent avec l'audience, et donc forcément ce qui fait de l'audience ce sont les sujets sulfureux, et effectivement plus c'est sulfureux, plus ça fait de l'audience, et limite parfois entre un sujet sulfureux pas vrai et un sujet vrai mais qui est pas très sulfureux, on va plutôt partir et pencher du côté du sujet sulfureux, même s'il est pas vrai, à la rigueur c'est pas très grave, on corrigera peut-être une semaine après, en attendant on aura fait de l'audience. Aujourd'hui, les fausses informations sur les médias n'ont pas d'impact. Ça veut dire qu'aujourd'hui on n'en fait pas des tonnes du fait que cet homme soit passé sur tous les médias. On va juste dire « Ah, il a menti » et en fait la faute ne sera mise que sur cet homme. Alors que c'est les médias qui sont fautifs, mais qui au final, ils auront juste fait leur audience et ils seront passés à autre chose.
Petite parenthèse, et je tiens juste à rappeler que un média, avant d'émettre, a une autorisation d'émettre de la part du CSA, et qu'il signe auprès du CSA une charte, et dans cette charte, il y a notamment tout un tas de règles à respecter, et parmi ces règles, il y a le respect de la déontologie de l'information. Donc lorsqu'un média ne respecte pas la vérification d'une information et qu'elle diffuse des fake news, on peut clairement poser une saisine auprès du CSA pour demander à ce que la chaîne, le média en question soit retoqué pour justement un manquement à la déontologie de l'information. Exactement. Le problème, c'est quelles sont les vraies sanctions? Est-ce qu'on peut obliger un média à fermer ou à avoir de très lourdes pénalités en cas de récidive sur les fake news? Est-ce qu'il y a aussi une gradation sur l'ampleur de la fake news? Parce que, par exemple, pour ce professeur, est-ce qu'on considère que l'info était vraiment grave et pouvait être dangereuse? Ou est-ce qu'on considère que c'était juste une approximation et qu'en gros, juste un communiqué en disant eh ben, on s'excuse d'avoir fait passer cette personne à la télé et tac, on passe à la suite? Il y a cet aspect-là aussi sur le CSA où je pense que c'est peut-être pas assez ferme pour pouvoir dissuader, du moins inciter en tout cas les médias à faire leur travail correctement. Et sur le chat, on a 2-3 réactions que je vais lire avant de les oublier. Hop, excusez-moi, notamment de Locoster qui dit seul CNews en France se rapproche de Fox News. Je trouve que LCI ou France Info TV sont beaucoup plus neutres. Et Petite Perle qui dit France Info oui, LCI pas toujours. Et Locoster qui dit les chaînes sont politisées comme les journaux, CNews de droite conservatrice, BFM macroniste, France Info TV à gauche et LCI à droite plutôt UMP. Et je tiens juste à rajouter que a priori là en ce moment il y a le groupe Lagardère qui céderait la radio Europe 1 et qu'a priori il la céderait au groupe Bolloré, donc à Vincent Bolloré qui détient donc CNews et qui voudrait faire d'Europe 1 un CNews et le mettre sur la radio sur Europe 1 en vue justement de préparer les prochaines présidentielles. Donc ça pose une véritable question aussi par rapport à la concentration du pouvoir médiatique entre les mains de certains milliardaires. Pendant que je vais terminer ce que je disais sur le CSA, je vais en profiter pour vous afficher à l'écran une carte que vous pouvez trouver sur le site du Monde Diplomatique. Hop, la voici. Et en fait, c'est une carte, je vais essayer de vous partager aussi le lien sur le chat, comme ça peut vous intéresser, qui vous montre en fait comment l'intégralité des médias français sont concentrés entre les mains des mêmes personnes. Et c'est là où on constate en fait, quand on a cette carte-là, du véritable problème en fait de la pluralité de l'information en France, parce que il y a aussi peut-être quelque chose de politique derrière à régler. Est-ce qu'il n'y a pas une action politique pour faire en sorte de légiférer et s'assurer que on ne puisse pas avoir autant de médias concentrés entre les mains des mêmes milliardaires? Je clôture cette parenthèse pour terminer l'autre parenthèse concernant le CSA. Effectivement, le CSA a la main légère sur certains dossiers. On peut voir notamment que quand il s'agit de propos racistes à l'antenne, etc., ça pose pas forcément toujours problème. Et puis on a eu le cas notamment il y a 4-5 ans de ça, je crois, de Cyril Hanouna qui s'était mangé une amende de plusieurs millions d'euros, un truc inédit, pour un canular à l'antenne qui avait été fait. En gros, on avait monté tout un bobard autour de ça, donc encore une fake news, et qui avait donc mené à cette amende de 3 millions d'euros auprès de Cyril Hanouna, justement pour dédommager de ce truc-là. Et je tiens juste aussi à donner aussi un autre exemple de Jean-Marc Morandini qui avait été épinglé à l'époque, c'était en 2009, pour avoir fait un faux direct sur Michael Jackson, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient fait croire, suite au décès de Michael Jackson, qu'ils étaient en direct des États-Unis, et en fait le journaliste en question il était juste dans la pièce d'à côté avec un fond vert, et ils avaient mitonné le truc. Donc vous voyez, on est clairement dans le thème en fait de la fake news, et là le CSA avait agi en épinglant justement Jean-Marc Morandini pour un faux direct au sujet de la mort de Michael Jackson. Voilà, je clôture ma parenthèse CSA. Je sais pas qui veut intervenir, Baron, Kofi, Ludo. Baron, peut-être on t'a pas beaucoup entendu, en espérant que ta connexion est meilleure. Je trouve qu'il y a une forme de complaisance. Tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'était, je sais plus si c'était Kofi ou Ludo, qui parlait du cas des autres médias en Europe. Je sais que au Royaume-Uni, les journalistes font limite office de journalistes féroces. Parce que quand ils ont des questions à poser face qui que ce soit, ils y vont, ils rentrent dedans. En France, on a des journalistes qui tout de suite se mettent sur le dos et montrent le ventre. Dès qu'on leur dit « Attention, je n'aime pas beaucoup ce que vous dites », change de sujet. Ou alors ils disent « Je n'ai pas voulu vous déranger ». Maintenant, on a des interviews qui sont du niveau de Léa Salamé qui demande
si effectivement Carlos Ghosn a voyagé dans la malle et que c'est ça qui intéresse les Français. Je pense que véritablement les médias mainstream français font très très mal leur travail, qu'ils ont perdu tout sens des questions de fond, de la déontologie, et que à chaque fois qu'on a une élection qui approche, on revoit les mêmes marottes revenir sur le tapis, question de l'insécurité. À chaque fois qu'on a des problèmes graves, on voit les médias se focaliser sur des sujets anodins. Je veux dire, en ce moment, voir tout sur l'islamo-gauchisme, voir tous les fantasmes sur l'islam des caves, le voile, tout ça, alors qu'en ce moment, on a quand même la France qui traverse une quadruple crise. Une crise sanitaire, une crise économique, écologique, une crise de l'emploi. Les pauvres journalistes qui travaillent pour des grands groupes de presse savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas faire les articles qu'ils veulent sur ce qu'ils veulent. Je me souviens quand Bolloré, quand Vivendi s'est payé Canal+, parce que Bolloré en avait marre que les guignols ou le zapping les gratigne semaine après semaine. À partir du moment où il s'est payé Canal+, les guignols sont passés... Déjà, tous les auteurs ont été licenciés et ont été remplacés par des auteurs, c'était quoi le terme officiel, moins conflictuels. Ensuite, les guignols sont pas d'une tranche où ils étaient en clair à une tranche où ils étaient derrière le péage. Ouais, et Patrick Monet et son équipe de zappeurs ont complètement été virés. Un débat et une opinion publique normalement devrait être nourrie justement par l'opposition des idées. Et donc au-delà encore une fois de la forme, c'est la diversité. Et le fait, et je mets en lien avec le fait que 90% des médias soient détenus par, je sais plus, 4 ou 5 fortunes, interroge sur cette diversité. Cette concentration absolue, ou presque, des médias entre les mains de quelques-uns, interroge forcément sur la diversité des propos qui vont être tenus dans ces médias. Je voulais faire cette recherche que je n'ai pas eu le temps de faire finalement, mais on pourrait s'interroger, et là je ne pose qu'une question, quel est l'intérêt pour ces grandes fortunes de détenir autant de médias? Est-ce que ces médias sont pour eux lucratifs? Est-ce que ne sont-ils pas souvent, je me pose la question parce que généralement c'est difficile, je pense, d'être rentable sur ce type. Ils le sont absolument pas, les médias. Hein. Les médias sont des entreprises qui perdent de l'argent et l'intérêt lucratif, il est détourné. Donc, on peut au moins s'interroger. Je ne tirerai aucune conclusion ici ce soir, mais on pourrait s'interroger sur la raison pour laquelle ils rachètent ces médias-là. Si ce n'est pas juste, vu que ce sont des entrepreneurs, pour tirer un bénéfice immédiat au niveau de leur comptabilité, de leurs recettes au niveau de ces médias-là, c'est qu'ils doivent avoir un autre objectif. Quel est-il ? Je pense que c'est quand même une question qu'on devrait être en mesure de poser. Et cette question, pour justement renouer et avoir un peu plus confiance en ces médias, il faudrait qu'on puisse la poser sereinement sur ces médias même, ce qui donnerait un semblant de transparence. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que ce point-là est évoqué, tout à l'heure on parlait de complaisance, mais finalement complaisance, ça commence un peu comme complotisme. C'est ce mot-là qui revient très souvent et ça disqualifie tout propos. Et finalement, encore une fois, voilà, on ne peut pas avoir cette réflexion-là. Si on ne peut pas avoir cette réflexion-là, je pense que la confiance va être difficile à obtenir.